Monsieur Raby, je suis vraiment très heureuse que vous ayez accepté cette interview, puisque vous avez décidé malheureusement pour nous de ne pas être présent le jour du colloque. Voilà, et on peut le comprendre, que ça soit compliqué pour vous de venir en train, voilà, avec le Covid. Mais nous sommes très heureux que vous ayez accepté et que l'on puisse venir filmer votre conférence dans votre très beau paysage. Je vous remercie vraiment chaleureusement et avec beaucoup de reconnaissance. Parce que moi aujourd'hui, je sens, bon je vieillis, hein, je ne sais pas ce qui me reste sur mon compte là-haut, ou en mon dossier. Mais à la fois on éprouve le besoin, quand on a voué sa vie à une démarche, quand on sent qu'on va peut-être sortir du théâtre, on a besoin qu'elle se prolonge, quoi. Il y a d'autres personnes qui prennent la suite. Ah ben oui, je pense que c'est une transmission positive. Je crois vraiment qu'elle est positive et qu'il faut qu'elle continue. Voilà. Et vous m'avez donné l'occasion de transmettre. Et je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et puis, vous avez aussi accepté que nous puissions diffuser cette conférence et que vous répondiez à nos questions à la fin de la conférence. Merci mille fois. Mais je vous laisse commencer. Merci beaucoup. J'ai beaucoup lu, je me suis intéressé aux philosophes, je me suis intéressé à tout ce qui pouvait amener des données un peu structurantes, pouvant structurer ma pensée par rapport à cette nouvelle appartenance, qui n'était pas originellement la mienne. Et je suis rentré donc dans la culture, et puis le sort en était jeté. Du coup, je me suis trouvé engagé dans une voie qui n'était pas la voie qui m'aurait été destinée normalement. Et chemin faisant, j'ai essayé d'acquérir ce que je pouvais acquérir pour trouver ma juste place dans la société, pour arriver à y survivre, etc. Et ça m'a amené à beaucoup de questions, jusqu'au moment où, demandant le baptême, évidemment, chrétien, je m'exclus, et je vais en France, à Paris, et là je cherche un boulot, et puis je trouve un boulot d'OS, ouvrier spécialisé, parce qu'en fait je n'avais pas acquis de connaissances pratiques susceptibles de me donner une place relativement équilibrée dans la société moderne. Par contre, ça a exacerbé mon interrogation sur la civilisation dite moderne, et ce qui m'est apparu, c'est, à tort ou à raison, c'est que c'était une civilisation carcérale. C'est-à-dire que de la maternelle à l'université, on est enfermé. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes. Et même pour s'amuser, on va en boîte. On y va dans sa caisse. On a la boîte où on met les vieux. En attendant la dernière boîte, ce que je vous laisse deviner. Bon, du coup, est-ce que c'est ça, être libéré? Non, c'est pas être libéré, c'est être pris en quelque sorte en otage par un système qui demande aux citoyens produit, parce qu'il faut soigner le produit national brut avant tout, et la richesse, etc. etc. Et on est rentré dans ce qui me paraissait un délire total, demandant à chaque individu de sacrifier 11 mois de son temps pour un mois pour aller admirer la vie. Voilà. Et du coup, j'ai rencontré ma compagne et on a décidé de faire ce retour à la Terre ici. Deuxième surprise, nous finissons par vouloir nous installer à la Terre, mais sans aucun moyen.
On me dit, si tu fais quelques études d'agriculture, tu peux demander un prêt au Crédit Agricole. C'est ce que nous avons fait. Mais là aussi, non pas par besoin d'être original, mais pour continuer toujours cette voie de libération, le Crédit Agricole me dit, on ne peut pas vous prêter si vous n'avez pas quelques expériences agricoles, ce que je comprends. Je deviens ouvrier agricole. Et en devenant ouvrier agricole, donc j'apprends ce qu'est l'agriculture moderne. Et bien, d'emblée, ça m'a paru l'usage de poisons. Voilà, les pesticides, j'avais même un ami qui était médecin, qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé à nous installer en Ardèche, et qui déplorait le fait que l'agriculture empoisonnait les paysans. Voilà. Et qu'il avait beaucoup à faire à des paysans qui venaient de s'empoisonner, qui venaient d'inhaler des substances toxiques, etc., etc. Donc à ce moment-là, je dis, si l'agriculture, ça consiste à prendre une terre, de l'empoisonner, de mettre des substances chimiques, etc., non. Et je découvre qu'il y a des méthodes extraordinaires, comme la biodynamie, comme l'agriculture biologique, comme toutes ces choses-là, toutes ces approches qui prennent en compte la valeur de la nature et la valeur de la vie elle-même. Évidemment, j'adopte ces méthodes et je deviens agriculteur bio. Voilà. Et du coup, quand nous avons acheté ce lieu, tant au niveau des activités animales, en créant un troupeau d'une quarantaine de chèvres, faire du fromage, vendre au marché, ce qui amène une espèce de socialisation par le marché, une espèce de convivialité, des fromages qui étaient réputés parce que le terroir est favorable à une saveur particulière. Et puis, voilà, les enfants sont venus. Nous en aurons 5. Et la grande question au départ, c'était est-ce que les enfants ne vont pas nous reprocher d'avoir fait le choix que nous avions fait, de nous retirer, disons, du contexte social conventionnel pour nous orienter autrement? Eh bien, pas du tout. Quand les aînés, quand ils sont arrivés, comme le lieu était à reconstruire, à rebâtir, les bâtiments à restaurer, et c'est là où je me suis rendu compte de la chance inouïe qui manque de plus en plus à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'habileté manuelle. Si je n'avais pas eu cette habileté manuelle, jamais on s'en serait sorti. Et donc, heureusement, par héritage de mon père, qui était d'une habileté proverbiale, m'a transmis cette habileté manuelle, et grâce à ça, j'ai pu réparer notre maison, j'ai fait des meubles que j'ai vendus, et puis j'avais aussi physiquement, disons, acquis l'endurance pour travailler la terre, etc. Donc tout ça, ça a été des bénéfices très importants que je n'aurais certainement pas eu si j'avais passé mon temps à taper sur un clavier. Donc du coup, on a pu ainsi, tout en incarnant une démarche de rapport à la vie, de rapport à la nature, je ne voulais absolument pas sacrifier, nous ne voulions pas sacrifier notre part de rapport à la vie, à la vraie vie, simplement pour servir le modèle. Et du coup, ça a entraîné toute une philosophie qui m'a petit à petit ouvert les yeux sur comment le monde est organisé aujourd'hui, le produit national brut, le PIB, le machin, les gens qui sont pris en otage par une logique qui leur dit produit et consomme, produit et consomme. Et on arrive à 68 où nous étions déjà partis en 61. En 68, et j'entends les jeunes dire ras-le-bol de la société de consommation. Et je leur dis, mais vous avez raison, on n'est pas venu sur Terre pour consommer uniquement, on est venu aussi pour vivre. Et donc cette protestation de 68 m'a beaucoup intéressé, sauf que, évidemment, la référence à des idéologies a foutu les choses en l'air. Parce que moi, je n'ai pas aucune référence à aucun idéologue, aucun théoricien politique, rien de tout ça. C'est dire il n'y a qu'une chose qui compte, c'est est-ce que la vie peut être une vie réelle,
rattaché vraiment à la vie, ou est-ce que la vie, c'est simplement une espèce de jeu historique dans lequel les uns gagnent, les autres pauvres, et puis il y a les revanches, et puis il y a la guerre, et puis on perfectionne l'art de tuer, et on détruit les environnements, on détruit tout, etc., etc. Les hommes se détruisent entre eux, etc. Bien plus que les virus d'ailleurs parfois. Et ça ne pouvait pas coller avec le mode de pensée que je pouvais avoir, qui était fondamentalement chrétien d'ailleurs. Parce que j'étais rentré dans des zones, mais le christianisme épuré, c'est-à-dire strictement le message christique, il faut développer l'art d'aimer. C'est ça qu'il faut développer, c'est pas autre chose. Tout le reste, c'est de la foutaise. Et donc développer cet art d'aimer, ça ne veut pas dire je t'aime, et puis ensuite c'est le tribunal pour savoir qui garde les enfants. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est comment finalement aimer, mais aimer l'être, aimer la terre, aimer la nature, aimer les arbres, aimer les oiseaux, aimer tout ça. C'est-à-dire l'amour dans son acception la plus large, c'est-à-dire comment développer en nous cet enchantement, voilà. Alors c'est ça qui a été le fondement en quelque sorte de notre petite philosophie et de la façon dont nous avons géré, organisé, orienté notre vie. Et ce qui est apparu au bout d'un certain temps, c'est que la crise sociale aidant, voilà, il y a eu 68 où les jeunes disaient ras-le-bol de la société de consommation. Et puis après, maintenant on ne peut pas dire ras-le-bol de la société de consommation parce que bientôt on ne va plus avoir rien à consommer. Tellement on épuise, tellement... donc tout ça fait une démarche singulière, mais qui au départ paraissait un peu loufoque, mais qui petit à petit, je vois qu'elle prend son sens compte tenu de la dégradation générale du mode d'organisation et de l'idéologie sur laquelle on a bâti notre histoire. Voilà. Ça n'est pas une histoire. C'est une forme d'existence. On a remplacé vivre par exister. Moi, je n'ai pas envie qu'exister, j'ai envie de vivre. Et si je veux vivre, justement, il faut que je profite de la vie tout entière. Il y avait une anecdote significative de cette question, c'est que nous sommes dans ce lieu, on a acheté donc ce lieu, il a fallu réparer la maison, enfin faire tout un travail pour le rendre viable, les enfants sont arrivés, tous satisfaits, et puis pour nous chauffer, on avait recours à du bois, heureusement on avait dans la propriété même un peu de forêt, on pouvait se chauffer. Et alors j'ai retenu une anecdote, comme à l'époque il n'y avait pas de tronçonneuse, donc se donner des coups de main avec un ami. Voilà, je lui donnais des coups de main, il préparait son bois pour l'hiver, il venait me donner un coup de main pour préparer mon bois pour l'hiver. Et du coup, on travaille gentiment, en écoutant les oiseaux en pleine forêt comme ça. La journée s'achève. On avait bien travaillé, on voit bien le résultat de notre travail, un beau tas de bois, il n'y a plus qu'à le rentrer, etc. Et puis, il y a un coucher de soleil absolument magnifique, et on se préparait à rentrer. Et on voit ce coucher de soleil, il y avait un arbre splendide, dénudé, puisque c'était l'hiver, et il faisait comme des ramures, comme de la dentelle sur ce coucher de soleil. Et j'étais en admiration, et je demande à mon ami, tout doucement, mais viens voir. Il vient, je lui dis, regarde. Et bien, grande surprise, il me dit, en regardant cet arbre, etc., il y a 10 terres. Il y a au moins 10 terres. C'est la mesure concrète de la quantité de bois. Moi, je lui demandais d'admirer, je lui demandais pas d'évaluer les stères. Et ça a été significatif finalement de où en est l'esprit actuel,
où on est tellement allé dans le lucre, dans le gain, à fusiller sa propre vie pour des dollars, etc., etc. Voilà que ça a été révélateur, disons, de quelque chose qui n'était pas ajusté avec les besoins réels d'un être humain. Un être humain a besoin d'aimer, il a besoin d'admirer, il a besoin... Et en plus, bon, la terre qui nous nourrit, on l'empoisonne. Alors, il faut vraiment aller loin dans l'absurdité. Les terres sont gorgées d'engrais chimiques. Des pesticides affreux. Quand j'étais ouvrier agricole, il fallait mettre des masques, parce que quand on passait des pesticides sur les pêchers, pour les protéger des maladies ou des parasites, c'était des poisons vraiment extrêmement violents qu'on utilisait. Voilà. Et tout ça, voilà, mis ensemble, me dit, mais quoi, on est dans une guerre? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de tout détruire. Ce à quoi nous devons la vie, nous sommes en train de le détruire. Alors, il n'y a pas que moi, le petit rabbi, qui dit les choses. Des bouquins remarquables par des gens beaucoup plus compétents que moi ont bien essayé d'attirer l'attention de l'humanité sur les exactions qu'elle commettait, sur les dérives qu'elle commettait sur sa propre destinée, en empoisonnant ses propres enfants, en empoisonnant la terre qui les nourrit, et ainsi de suite. Donc on est arrivé dans une impasse terrible, dans laquelle aujourd'hui, eh bien, finalement, nous sommes devenus des destructeurs de la vie. Et quand on voit le choix que fait l'humanité, d'ailleurs, entre la vie et la mort, alors on fait de vaniteux programmes pour aller vers la Lune, mais la Terre, on ne s'en occupe pas. Alors on détruit la Terre pour aller vers la Lune, ce qui tient absolument pas debout. Soit nous devenons intelligents, soit nous mourrons. Mais ce que j'entends par intelligence, c'est pas... Pour moi, elle n'est pas... L'intelligence, c'est pas l'accumulation de diplômes. Pas du tout. Ça, c'est de l'aptitude. Mais l'intelligence, elle relève d'autres choses. Mon propre corps est intelligent. Voilà. J'ai mangé mon repas, il n'y a pas un bouton digestion. Voilà. Et ce corps, ce petit corps, 50 kilos tout mouillé, eh ben, il fonctionne. Il est intelligent. Quand je prends des graines, je les mets en terre, c'est intelligent, ça pousse. Miracle, le miracle est partout. De la vraie intelligence. Mais on a pensé, grisé par nos aptitudes, que nous étions intelligents. Non. Quand on construit la bombe atomique, c'est pas intelligent. Et les destructions que nous faisons, c'est pas intelligent. Donc il y a à réviser entièrement notre paradigme, et en particulier en partant de l'éducation des enfants. On ne peut pas continuer à éduquer les enfants sur l'antagonisme, le premier, le dernier, le meilleur, le moins bon, etc. etc. C'est stupide tout ça. Non, il faut leur apprendre à comprendre la vie, à se comprendre. Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'a toujours blessé, c'est en fait la subordination du féminin. Féminin subordonné partout. La femme subordonnée. C'est absolument pas normal, parce que le féminin et le masculin sont des éléments, les deux dynamiques qui font la vie. Voilà. Et pourquoi est-ce que la femme serait subordonnée? Ça ne veut pas dire qu'elle va dominer, mais ça veut dire que la convergence des deux est l'intelligence. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons même dans l'histoire? Je ne parle pas de l'Orient, je ne parle pas de partout. La femme brimée, la femme malmenée, la femme méprisée. Elle est là pour faire des gamins, elle est là pour le plaisir des messieurs, etc. Mais elle n'est pas là pour vraiment représenter, en quelque sorte, ce qu'elle doit représenter, qui est cet ordre féminin absolument extraordinaire, et que l'on trouve partout. Donc il y a là des réformes qui pourraient se faire, et moi je les verrais à partir de l'éducation des enfants. Parce que quand on regarde un enfant et qu'on dit « tu vas quand même pas pleurer, tu n'es pas une fille », mais non, il ne faut pas dire ça à un enfant. Il n'y a pas que les filles qui pleurent. Un enfant masculin, il peut pleurer aussi. Et toutes ces choses-là font partie de ce que je pourrais appeler les fondements
incontournable qu'il faut revoir et réviser si nous voulons avoir une continuité de l'histoire dans la paix et l'intelligence. Mais là, je répète, l'intelligence n'est pas une question de cerveau, c'est aussi une question de vie. C'est la vie elle-même qui... Mon corps est intelligent. Bon. Et c'est toutes ces choses-là qui nous amènent petit à petit à aimer la vie, parce que la vie est aimable. Elle est extraordinairement aimable. Et comment se fait-il que nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux et que nous sommes malheureux parce qu'il faut consommer des choses pour nous euphoriser. On devrait être euphorisé naturellement. On ne devrait pas être euphorisé parce qu'on mange une drogue. Donc tout ça, c'est pas un procès à qui que ce soit, bien entendu. Je ne suis pas en train de faire le procès de qui que ce soit. Par contre, je fais le procès d'une logique. Une logique qui est abusive, totalement abusive, et qui fait que j'ai vu en travaillant à Paris avec je travaille à la chaîne, enfin toutes ces choses-là, et je vois comment l'être humain est pris par une logique du profit, de produit national brut, etc., etc. Et du coup, on est à la fois dans le pillage généralisé de la planète, on est en train de la piller, on est en train de la polluer. Les êtres humains tuent bien plus les êtres humains que des virus. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé, la guerre de 14, etc. Et puis vous pouvez faire la liste de toutes les guerres qui ont massacré, ou l'être humain a massacré l'être humain d'une façon éhontée. Voilà. Et le virus, il est battu depuis longtemps par le massacre des humains par les humains. Ça, c'est une défaillance énorme. Le rapport masculin-féminin, c'est une défaillance énorme. Le rapport de nous à la vie, à la nature, aux créatures, aux animaux, d'une façon générale, est une défaillance terrible. Tout cela fait que, pour ce qui me concerne, je pense que ça ne sert à rien d'amener des réformes et des machins et des trucs si on n'a pas compris que nous avons une vie, que cette vie est absolument précieuse et qu'elle doit être justement fructueuse et portée, travailler au bonheur. Et non pas, je m'en fous du produit national brut. Travailler au bonheur et travailler, je reste chrétien quand même, sans aucun rituel de quoi que ce soit, sur ce qui a été dit, aimez-vous les uns les autres. Et si nous appliquions ça, on ferait un bond en avant. Un véritable progrès ne peut se faire que dans ce sens-là. Voilà. Donc voilà mon petit credo, si vous voulez. Si je dis ça, c'est parce que je crois profondément, personnellement, que les êtres humains sont gaspillés et qu'ils peuvent servir à autre chose qu'à augmenter le capital de ceci et de cela. On n'est pas venu pour ça. On est venu essentiellement pour vivre et jouir de ce que la vie nous donne. Pas pour augmenter le produit national brut. C'est stupide. D'autant plus que ce produit national brut, il sert à fabriquer des canons, des machins et des trucs. Donc voilà, la révolte est là. Elle est pacifique. J'ai toujours été révolté, mais j'ai jamais jeté quoi que ce soit contre un CRS. Parce que je considère que c'est des frères hommes, comme les autres. Mais voilà, je n'approuve pas ce qu'ils font. Et ils ont un rôle qui n'est pas facile non plus. Mais je n'ai pas de dissension, de réaction contre les humains, parce que je trouve que nous sommes tous plus ou moins piégés par ce que nous avons dans la caboche, les idées qu'on nous donne, et puis quand on voit les enfants, on voit qu'ils sont innocents. N'importe quel enfant est beau, innocent, il est beau par son innocence. Et ensuite, il est abîmé par la société. Ah, mon fils, il faut que tu sois le premier. Ah ben ça y est, c'est foutu. Il va regarder son petit camarade comme le rival, immédiatement. L'enfant qui pleure, ah, tu n'es pas une fille. Voilà, la fille, c'est donc faible, etc., etc. Et toutes ces erreurs fondamentales de base donnent la société d'aujourd'hui, qui est dans un désastre psychologique considérable, qui cherche à le corriger comme elle peut avec ce qu'elle peut. Mais en fait, le temps est venu de changer
de paradigme, de changer de logique, de reprendre les choses sur d'autres bases. C'est ce que nous avons essayé de faire et nous avons créé un certain nombre de structures. Alors il y a une structure qu'on appelle Terre et Humanisme que j'ai fondée avec les amis pour la propagation de l'agriculture écologique en France et dans les pays du Sud. Nous avons créé une structure avec un ami qui s'appelle Maurice Freund, qui avait créé le Point Mulhouse. Et le Point Mulhouse, c'était une démarche associative visant d'Alsaciens, visant à désenclaver les pays du Sud. Pour ne pas, pour voyager, il fallait être fortuné. Et ben, eux, ils ont créé une compagnie aérienne qui met le prix du billet à la portée du plus grand nombre. Évidemment, il y a des limites, hein, mais qui en même temps aide les populations du Sud, par exemple, à voyager sans se ruiner, etc., et à créer le lien. Cerise sur le gâteau, ils ont créé en plus une structure de formation, une structure d'abord touristique, et que, en dialoguant avec eux, on a transformé en structure d'initiation des paysans à l'agriculture écologique. C'est-à-dire que les gens qui viennent en séjourner à Gorom Gorom, au nord, donc dans cette structure, amènent de l'argent, et cet argent, nous le recyclons, nous, en formation des paysans à l'agriculture écologique. Ce qui fait que le paysan n'a plus besoin de se ruiner à acheter des engrais chimiques qui appartiennent aux multinationales et qui détruit son sol et détruit sa petite fortune. Donc on a cette structure Gorom Gorom. J'ai rendu compte du fait que c'était une structure qui était destinée à former les paysans à l'agriculture écologique, donc par conséquent à les libérer. Voilà. Et ça a eu du succès au point que le président Sankara voulait même que je prenne en charge l'agriculture du pays, parce que les paysans étaient délivrés de ces dépenses énormes qu'ils devaient faire en achetant des engrais chimiques fabriqués par les Occidentaux et qui ruinaient leur sol, etc. Et puis les monocultures qu'on leur demandait, faites de plus en plus de cacahuètes, faites de plus en plus de ceci et de cela. Donc Gorom Gorom a été un lieu stratégique très important. J'ai relaté toute cette histoire dans un ouvrage que j'ai intitulé L'offrande au crépuscule, publié par l'Harmattan et qui a reçu un premier prix de l'agriculture. Donc on est sérieux. Il y a des chiffres, on ne peut pas raconter, tout est chiffré, tout est pondéré, etc. etc. Voilà. Donc ça c'est ce qui est un petit peu central dans le sens pour comprendre la démarche un petit peu générale. Ensuite, on a créé Terre et Humanisme, qui n'est pas loin d'ici, qui est une structure de formation des agriculteurs, qu'ils soient du Nord, qu'ils soient du Sud, à l'agriculture écologique, donc à une agriculture respectueuse du milieu. Nous avons créé le mouvement Colibri, qui est fait à part. Nous avons aussi créé les femmes semencières. Nous avons créé toutes sortes d'organisations qui toutes convergent et portent. Il y avait aussi les Amanins, avec un ami malheureusement qui nous a quittés. On a créé aussi une structure qui s'appelle les Amanins. Et toutes ces structures ont toutes pour vocation, ce que je vous ai dit, et en même temps, comment développer la convivialité, développer l'aspect humain des choses, en même temps que l'aspect pratique, l'aspect vivrier, etc. Tout ça, il y a même le monastère de Solan, qui est côté d'Uzès, c'est des femmes moniales orthodoxes que j'ai eu l'honneur de conseiller pour qu'elles orientent tout leur domaine sur d'une cinquantaine, soixantaine d'hectares sur l'agriculture écologique, puisqu'elles avaient cette activité-là. Terre et Humanisme, j'en oublie, parce que
ça se brouille un petit peu dans ma tête. Je vous ai donné un petit livret sur lequel il y a la liste, et donc voilà, on a essayé d'essaimer, on a essayé de... Et aujourd'hui, on est pris au sérieux parce que pendant longtemps, nous étions classés parmi les utopistes. Vous savez, quand on dit à quelqu'un c'est un utopiste, c'est qu'il est barjot, quoi, il est irréaliste. Ben non, heureusement qu'il y a des utopistes, parce que s'il n'y avait pas d'utopistes, la société n'évoluerait pas. Elle évolue par les fous, la société. Elle n'évolue pas par les gens raisonnables, qui ne veulent rien changer, qui ne veulent rien tenter, parce qu'il ne faut prendre aucun risque. Ben non, c'est parce que des gens qui prennent des risques que la société évolue. C'est pas par des gens sages, vous voyez. Donc il y a cette révolte, mais c'est toujours fondamentalement dans la paix. C'est-à-dire que j'ai jamais le recours à la violence, parce que dès qu'on a recours à la violence, on échoue. La violence est un échec énorme, c'est pas une réussite, loin de là. C'est le pire des échecs de l'humanité, c'est la violence. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre, quoi. Alors on dit la loi de la jungle, mais non. La jungle, c'est pas comme ça. Quand un lion mange une antilope, ben, il digère son antilope, mais il fait pas commerce d'antilope, il n'a pas des entrepôts pour vendre aux copains. Il prend la vie comme elle est, et chacun a besoin de vivre. Je comprends que le lion, l'antilope, la pauvre, mais l'antilope aussi, elle mange l'herbe, et l'herbe est vivante, etc. Donc c'est le cercle énorme de la vie, mais dès que rentre là-dedans l'être humain, il rentre avec ses fantasmes, il rentre avec ses peurs. Pourquoi on accumule? C'est parce qu'on a peur, c'est tout. Si on n'a pas peur, on a ce qu'il faut. Nous, c'est ce que nous avons choisi ici. D'accord. On nous disait, mais ici, vous ne vivrez jamais, bon, c'est une petite ferme, un petit lieu, etc., etc. Non, on vivra. Et on a vécu. Et on a vécu. Nos 5 enfants n'ont rien à nous reprocher, ils sont tous deux. Ils s'offrent même le luxe d'être des musiciens, dont certains sont primés même en tant que musiciens. Et donc, ce que je veux dire là, c'est pas me vanter, surtout pas. C'est de dire, ma conviction absolue, c'est que nous pouvons organiser la vie sur d'autres bases que celles sur lesquelles nous l'avons organisée et qui sont en total échec. Donc repartons. Et quand j'ai écrit Vers la sobriété heureuse, avec mes éditeurs, penser, vers la sobriété heureuse, c'est un essai, il y aura 4000 exemplaires, etc. Ben non, on est à ce jour, on est à 350 000 exemplaires. Parce que les gens aspirent, justement, à une simplicité, mais dans laquelle il y a du bonheur. Mais si on pense que c'est en achetant, changeant de bagnole, etc., qu'on va acquérir le bonheur, non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Et il y a des gens, ils ont 3 fois rien, ils chantent toute la journée, puis il y a des gens, ils ont qu'à voir les décharges publiques, ce qu'il y a dans les décharges publiques, la surabondance, et ils sont dans des difficultés psychologiques. Voilà. Donc il faut retrouver quel est véritablement le fondement de la vie, et le fondement de la vie, il est dans la simplicité. Et la simplicité, c'est puissant. Si nous étions dans la simplicité, les multinationales auraient du souci à se faire. Parce qu'elles vivent de quoi? Ah, vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas. Mais si, j'ai. Mais disons déjà ce que j'ai. Déjà, je mange à ma faim. Et il y a mes frères et sœurs humains qui, eux, un bol de riz, c'est un problème. Donc je mange à ma faim. Je suis vêtu. Si je suis malade, je suis soigné. Je me soigne. J'ai tous les éléments d'une vie d'équilibre. Et voilà-t-il pas que ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ne sommes-nous pas heureux malgré tous les attributs qui devraient nous rendre heureux? Eh bien, c'est que quelque chose se passe plus en profondeur. Et si on ne travaille pas dans ce plus en profondeur, on pourra avoir tout ce qu'on voudra, on changeait de bagnole tous les mois, tous les jours, comment dire, la difficulté demeure. Vous voyez. Alors je vous entraîne évidemment dans quelque chose qui est d'ordre philosophique, parce que en fait, ça c'est moi. Bien sûr, je pourrais vous citer tout un tas de... Et ça, les gens peuvent retrouver toutes les œuvres que nous avons faites, et nous en avons fait beaucoup. Mais si nous partons sur l'idée de
humanitaire et humanisme. Et justement, nous, ce que nous voulons, c'est que l'humanisme détruise l'humanitaire. Enfin, détruise, j'aime pas les termes comme ça, mais oblitère. Voilà, élimine l'humanitaire. L'humanitaire, c'est on pique tout aux pauvres et ensuite on revient avec des sacs de riz pour dire « Ah, regardez comme nous sommes généreux ». Ben non, vous leur piquez leurs biens déjà. Que deviendrait l'Europe si elle n'avait pas piqué partout? L'Europe est pauvre. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de ressources, etc. Et l'Europe, qui est la civilisation dominante, est une civilisation qui a été fondée sur l'accaparement de ressources extérieures par la colonisation, bien entendu. Voilà. Sinon, l'Europe serait le continent le plus pauvre. Par contre, l'Europe a eu une mode de pensée qui est un mode de pensée créatif, dans la physique, dans différents domaines, si vous voulez, de la thermodynamique en particulier, parce qu'on le doit quand même à l'Europe. Mais le reste, c'est relativement banal. Je rappelle qu'au départ, j'avais pas beaucoup de suiveurs, parce que nous étions considérés comme des folles dingues, quoi. Des gens qui quittent un salaire, etc., pour aller s'aventurer dans la terre est basse, enfin toutes ces choses-là. Donc au départ, il n'y avait pas vraiment grand monde, sauf quelques personnes qui comme j'ai quand même un peu la faculté d'écrire et de publier, et que j'ai publié et écrit, donc ça permet d'établir des ponts avec les autres consciences, avec les autres âmes, avec l'écriture à cette valeur-là. Donc au départ, il y a le premier bouquin que j'ai écrit, c'était du Sahara aux Cévennes, où j'ai expliqué mon itinéraire, si vous voulez. D'abord, il a été seul, et ensuite avec Michel, jusqu'aux Cévennes. Et pourquoi? Et jalonné par, comme un itinéraire, n'importe lequel, où vous voyez des séquences, hein, des choses qui... Et le premier que j'ai écrit, j'ai voulu m'expliquer sur notre aventure singulière de retour à la Terre. Et je l'ai intitulé « Du Sahara aux Cévennes ». Voilà. Mon éditeur, qui était un petit éditeur régional, enfin, pas d'origine cévenole, mais éditeur étranger installé en Cévennes, en Ardèche en tout cas, publie donc Du Sahara aux Cévennes. Et je lui dis, mais ça n'a aucun intérêt. Franchement, je n'avais pas... Voilà, j'ai raconté mon histoire, mais ça n'a pas tellement d'intérêt, quoi. Il me dit, si. Donc il publie Du Sahara aux Cévennes. Et puis voilà, Tipa, qu'on m'apprend que j'ai eu le premier prix Cévenol. Je suis le premier à tomber sur le derrière en me disant, tiens, j'ai eu le premier prix de l'Académie des Cévennes, etc. Bon. Et donc du coup, ça m'a encouragé, ça m'a mis le pied à l'étrier, et j'ai ensuite, je me suis dit, bon, j'ai deux modes d'expression orale. Je m'exprime pas trop mal selon l'opinion des gens, et j'écris pas trop mal selon l'opinion des gens. Donc je vais utiliser ces facultés-là pour servir les valeurs qui me tiennent à cœur. Voilà. Et j'ai continué à écrire. Voilà. Et donc, quand j'ai écrit sur l'agriculture écologique en Afrique, etc., le ministère de l'Agriculture français me donne un prix, les Cévenols me donnent un prix, et donc je me suis... Enfin, ça aurait pu me gonfler la tête, mais je me suis dit, bon voilà, surtout ma préoccupation, c'est comment peut-on participer à un monde meilleur, comment peut-on participer à une nature respectée, comment peut-on participer au féminin, aux femmes respectées, à toutes ces choses-là. C'était plus ça dans ma tête que l'aspect politique, etc. Mais on m'a quand même dit, en 2002, on m'a fait la pression pour que je me présente aux élections présidentielles françaises. Ça m'a tombé comme une tuile sur la... Moi, me présenter aux élections présidentielles françaises, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, ils insistent, et puis finalement j'ai dit, bon, peut-être
Je n'ai aucune ambition politique et Dieu me garde de devenir président de la République. Je ne cherche absolument pas à devenir ça. Alors on a lancé toute une campagne politique singulière. Et la campagne a consisté à débattre et non pas à dire si vous votez pour moi, je ferai ci, je ferai ça. C'est d'ouvrir le débat public de façon à ce que chaque individu s'exprime sur quelle société voulons-nous. Voilà. Et donc du coup, on a lancé ça. Pardon ? C'était en quelle année ? 2002. Appel à l'insurrection des consciences. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à la planète ? Et on a décliné tout ça. Et on pensait avoir 3 signatures d'élus. On a frôlé les 200. Ce qui, pour moi, était absolument incroyable compte tenu des thèmes qui étaient présentés. Mais ça a été une occasion extraordinaire de créer le débat public. C'est-à-dire que les citoyens ne soient pas là à se taire pour entendre que les politiques leur disent. Chaque citoyen est un politicien. Ce n'est pas les politiciens et les citoyens. Et donc la parole citoyenne est très importante. C'est dommage qu'on ne l'applique pas encore pour faire que les citoyens eux-mêmes définissent ce qu'ils veulent. C'est quand même leur vie, et ils n'ont rien de plus précieux que leur vie. Ils ont quand même le droit de se prononcer sur la façon. Alors évidemment, on rentre dans les dissensions, la droite, la gauche, enfin bon, tout le bazar qui naît à partir de ces choses-là. Mais par rapport à une légitimité humaine, je trouve légitime que les humains se prononcent sur qu'est-ce qu'ils veulent que la vie soit, que la société soit, que la politique soit, et non pas simplement les trucs partisans conflictuels. Hein. Et il faudrait qu'on arrive à ça. Mais on a mis au centre, comme l'élément absolument déterminant, la nature. C'est-à-dire que ce n'est pas l'écologie ramenée pour faire joli. Non, c'est l'écologie fondamentale. C'est pas on fait de l'écologie parce qu'il faut bien donner une place à l'écologie, alors on blablate, mais en fait la réalité ne change absolument pas. Donc on a voulu faire de l'écologie le fondement même de notre existence, puisque nous sommes nous-mêmes, comme je disais tout à l'heure, nous sommes de l'eau, nous sommes de la terre, nous sommes tout ça. Nous ne sommes pas les princes de l'organisation de la vie. Et comment faire rentrer cette notion d'alliance avec la vie en étant nous-mêmes les éléments de la vie. Et comment faire que l'éducation des enfants intègre d'une façon très sérieuse la connaissance d'eux-mêmes, la connaissance de la vie à laquelle ils doivent la vie, et le rapport aussi social. Et le rapport social non pas dualiste, mais le rapport social fait sur la solidarité. Voilà, toutes ces choses-là font partie des éléments qui ont été déterminants dans notre façon d'aborder la politique. Là où il y a le côté magique de l'écriture, c'est-à-dire à partir du Sahara aux Cévennes que j'ai publié, qui a été primé, etc., je me suis expliqué. Et à partir de là, les gens, il y a une adhésion. Vous comprenez ? C'est pas... Bon, j'ai eu cette chance de pouvoir m'expliquer. Et ensuite, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et en même temps, disons, ça n'est pas resté que, je me répète peut-être, mais ça n'est pas resté que théorique, puisque Michel et moi avons fait le choix d'appliquer notre philosophie de vie en prenant le risque de nous installer à la Terre. Et c'était un risque. Voilà. Donc à partir de là, il y a quelque chose qui s'ajuste bien entre le discours et l'incarnation du discours. Et à partir du moment où le discours est incarné, on ne peut pas ne pas croire une personne. Comment ne pas croire à quelqu'un qui dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit? Alors ça veut pas dire qu'on a toujours raison, que tout est juste, mais il a l'honnêteté de réaliser ce qu'il dit. Sauf s'il parle philosophie ou métaphysique, ça c'est autre chose. Mais s'il part sur les critères sociaux, sur
le mode d'organisation sociale dans lequel nous sommes impliqués et comment changer ce mode d'organisation en mettant la nature au cœur de tout, parce que c'est elle qui garantit la suite. Si la nature meurt, on meurt, puis c'est tout, il n'y a pas à faire de discours là-dessus. Donc à partir de cette logique-là, qui a paru assez cohérente entre le dire et le faire, voilà, entre le dire et le faire. Et ça m'a engagé, comme vous le savez, en Afrique, avec l'agroécologie, ce que j'ai raconté tout à l'heure, la création de Gorom Gorom avec mon ami Freund et d'autres, sur comment transmettre aux paysans une agriculture qui régénère leur milieu et qui ne leur coûte rien. Même au contraire, qui enrichit leur patrimoine. Mais moi, je pratique l'agriculture large, bio. C'est pas seulement concentré. C'est pas concentré. C'est large sur des cultures très très larges qu'on cultive avec les méthodes biologiques. Vous voyez, la permaculture a le mérite d'être performante en nécessitant peu d'espace. Peu d'espace et une méthodologie qui active en quelque sorte, à travers la matière organique, active tout le système microbien et permet d'obtenir beaucoup sur des petites surfaces. Donc elle a ce mérite. Mais quand on a affaire à des paysans du Sahel, eux, c'est des champs, ils ne font pas de la permaculture, c'est pas avec ça qu'ils peuvent vivre. Donc on leur apprend l'agriculture écologique, c'est-à-dire comment soigner la terre, tirer parti du fumier par exemple, de leurs animaux, des déchets de leurs récoltes. Ces déchets, ces fumiers de leurs récoltes passent par un système de fermentation qu'on appelle compostage. Et ce compostage part de la matière brute, naturelle, des feuilles mortes, des pailles, etc., pour petit à petit se transformer en humus. Et l'humus, c'est le fondement de la vie. C'est-à-dire, dans la forêt, ce qu'on trouve, c'est l'humus. Et la forêt n'a absolument pas besoin d'être arrosée ou quoi que ce soit. Elle s'est débrouillée toute seule. Même l'être humain, c'est plutôt le contraire qu'il fait, il la détruit. Mais la forêt n'a pas eu besoin d'être cultivée. C'est l'intelligence de la vie qui a fait que la forêt, c'est un métabolisme de reproduction. Et on peut prendre la théorie sur laquelle Lavoisier, par exemple, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Parce que quand dans la forêt, les feuilles tombent tous les ans, parce qu'elle a son mode de fonctionnement avec les feuilles qui vieillissent, qui meurent, qui tombent, d'autres feuilles les remplacent, et ainsi de suite. Et toutes ces feuilles qui tombent constituent une litière au sol, et laquelle litière au sol rentre en système de transformation, et ça donne quoi? Ça donne de l'humus. Et l'humus, c'est le fondement de la vie. Humus, humanité, humilité, humidité, etc. Toute l'étymologie de l'humus, c'est cette matière magnifique qui sent bon et qui est nutritive et qui est dynamique, parce qu'elle procède non seulement de ce que la terre produit, mais de ce que le ciel produit. Bon, la pluie qui tombe, bien entendu, mais nous pensons qu'il y a des rayonnements solaires importants. Il y a des planètes qui envoient des énergies particulières. C'est ce qui a donné la biodynamie, par exemple, où on prend en compte même l'influence du cosmos. Le cosmos n'est pas neutre. Bon, personne ne peut dire que le soleil, c'est rien. S'il n'y avait pas de soleil, on mourrait, c'est tout. Donc il n'y a pas que le soleil, il y a bien des énergies qui circulent, qu'on retrouve d'ailleurs dans son propre corps. Qu'a fait la médecine chinoise de l'acupuncture, c'est l'utilisation des énergies qui nous parcourent. Nous sommes parcourus en permanence d'énergie, et c'est avec ces énergies qui soignent, par exemple. Et nous aussi, on prend les énergies en dehors de l'énergie solaire. Personne ne peut contester, mais nous pensons, et ça a été démontré, qu'il existe des énergies invisibles, mais qui sont extrêmement importantes pour la dynamique de la vie.
et qu'il faut les utiliser. En biodynamie, on prend ça en compte. Et quand on fait une transformation, un compost pour nourrir la terre, il y a aussi des énergies. Donc l'énergie n'est pas seulement ce qui est... La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tas d'énergies qui ont été non visibles pendant des millénaires. Pendant des millénaires, l'humanité ne pensait pas qu'il y avait des énergies invisibles. Et bien maintenant, on les découvre. Si vous avez une radio, vous avez immédiatement, donc il y a des ondes qui circulent, il y a tout ça. Et tout ça c'est le mérite du monde moderne, on dirait, c'est d'avoir quand même aidé à révéler toutes ces énergies non visibles, mais qui n'en sont pas moins, disons, déterminantes. Ça, c'est très important dans l'évolution générale, nous le savons maintenant. Et donc, c'est un véritable progrès. Maintenant, qu'est-ce que nous allons en faire? Parce qu'il y a aussi des nuisances, quand il y a excès de ces énergies qui circulent de tous les côtés, etc., etc., on est en train de dire, mais il va y avoir saturation, et cette saturation ne va pas être bénéfique. D'où la gestion de ces énergies invisibles, mais pas moins efficaces et déterminantes. Et maintenant, l'apprentissage de ça, par la physique quantique, par toutes ces approches scientifiques qui ont en fait dévoilé toutes ces choses-là, ben là, il y a un progrès intéressant. Mais encore une fois, que faisons-nous de ça? Parce que après, c'est l'être humain qui détermine. Hein? Les nitrates, par exemple, ça sert à faire pousser, mais enfin, nous on n'est pas du tout là-dedans. Mais à la fois, ça sert à faire des explosifs. Et à ce moment-là, ça revient à l'être humain, à lui, à se déterminer entre le bien et le mal. Et si il choisit le mal, malheureusement, c'est ce qu'il fait, eh ben, il va multiplier toutes les saloperies qui tuent. Et s'il choisit le bien, ben, il va être généreux, il va être autre chose. Mais c'est à lui à déterminer quel sens il donne à la vie et qu'est-ce qu'il fait pour que la vie ait du sens. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Rabi. Très heureuse de vous avoir écouté. Merci beaucoup.